Pendant la guerre, il a compris que ça se passait pas bien. Il a été pris au service militaire, il a été fait prisonnier de guerre. Et malgré ça, il écrivait dans les lettres « Je suis ici l'homme le plus heureux ». Les Mishnayot, les Tfilines et la tondeuse. Il a appris par cœur, il le répétait tout le temps. Étudier la Torah, c'était toute sa vie. Et on a eu une apparition. Comme vous ne savez pas que votre père était chamash de Chavetz Chaim, Et moi, ce que je veux, c'est étudier du matin au soir et du soir au matin, comme quand j'étais en captivité. Ma mère aussi, c'était Koulo Kodesh. Et notre mère n'avait pas la jalousie. Il contaminait les gens. Tant qu'on peut acheter, il ne faut pas vendre. J'ai pas compris un mot de ce qu'il a dit le Rav, mais je ferme le magasin Shabbat. Le Rav Raikin a été le Rosh Yeshiva de la Yeshiva d'Aix-les-Bains, Charbet Tzarfat, jusqu'à son décès il y a 31 ans. Il a étudié auprès du Chavetz Chaim et du Rav Elchanan Vesserman avant de venir en France. Cette yeshiva va marquer le judaïsme français, puisque des milliers d'étudiants vont étudier là-bas et vont constituer après une grande partie des rabbins de France, des cadres communautaires, des directeurs d'école. Et nous avons parmi nous le mérite d'avoir 3 de ses fils, le 4e étant décédé il y a un peu plus d'1 mois. Il y a parmi nous Rabbi Tzvi, Shalom Rav Tzvi, Rabbi Mordechai et Rabbi Naftali qui sont parmi nous et qui vont un peu partager avec nous les souvenirs de ce grand Rav qui a marqué tout le judaïsme français. Alors déjà, vous pouvez nous rapporter un petit peu succinctement comment le Rav Raikin, qui a étudié auprès du Chavetz Chaim et du Rav Wasserman, il débarque en France pour être Rosh Yeshiva. avant la guerre à Strasbourg, il y avait un Rav qui s'appelait le grand rabbin Ernest Weil, Nathan Weil. Et lui, c'était un Adam Gadol, quelqu'un de très grand. Et il a voulu faire une yeshiva en France, qui était une idée complètement inconnue. Même les écoles juives, une école, les gens ne comprenaient pas pourquoi il faut des écoles juives. Les gens n'acceptaient pas qu'il faut une école juive. Au contraire, on veut s'assimiler dans la France, même en restant des bons juifs. Lui, il a eu l'idée de faire une yeshiva. En même temps, il y a eu le plus grand des fils de Rabbi Elchanan Wasserman, qui s'appelait Rabbi Simcha Wasserman, qui était quelqu'un de très très grand et très très caché, très anave. Je ne sais pas pourquoi, il a voulu venir en France. Il a voulu fonder une yeshiva en France. Donc ils sont mis ensemble avec le rabbin Weil pour fonder cette yeshiva qui s'appelait la yeshiva de France. Lui, il est arrivé, je pense, vers les années 1933. Et il avait une yeshiva, c'est peu d'effectifs. Et en 1938, son père, Rabbi Elchanan Wasserman, lui a dit qu'il faut qu'il aille aux États-Unis. Donc il fallait que quelqu'un vienne à sa place. Et mon père, Zichron Livracha, qui était aussi un élève de Rabbi Elchanan, et qui étudiait avec les fils de Rabbi Elchanan, il y avait plusieurs fils qui étaient très très grands. Un, il s'appelait Rabbi Naftali, l'autre s'appelait Rabbi Tzvi. Il était très grand, ils l'ont remplacé à la fin, avant la guerre. Il a dû être longtemps aux États-Unis. Ils l'ont remplacé des gens très très grands. Un des deux a proposé que mon père vienne. Donc mon père est venu en France en fin 1938, je pense en Elul 1938. Lorsqu'il est arrivé, il n'y avait plus d'élèves. Il a demandé où sont les élèves. Ils lui ont dit il en restait un, il est parti hier. Le jour après qu'il est arrivé, il y a un élève qui est venu, qui s'appelait Léon Meyer. Il venait d'arriver, un rescapé d'Allemagne. Un élève qu'après, ils ont continué à être en contact tout le temps avec lui. Il a un fils, Rav Yosef Meyer, qui était un élève de la yeshiva, un autre fils, Rav Yoel Meyer, aussi un élève, son gendre, qui a été le secrétaire de la yeshiva pendant beaucoup d'années. Donc lui, il a fait la yeshiva pendant 1 an à Strasbourg. Ensuite, il y a eu la guerre qui a éclaté. Il a été pris au service militaire, il a été fait prisonnier de guerre. Votre père? Oui. Ça, c'est toute une histoire, mais maintenant, ce n'est pas le moment. En 2 mots quand même? Alors, ça, c'est un Moussar Haskel extraordinaire. Ouais. Lui, en Pologne, il avait essayé de se faire réformer de l'armée. C'était très dangereux pour un juif d'être dans l'armée polonaise. Avant la guerre avec les Allemands, 10 ans avant. Et il avait jeûné 3 jours pour qu'on ne le prenne pas à l'armée. Et il l'a réformé. Oui. Pour maigrir. Voilà. Il est arrivé devant les médecins, il s'est évanoui. Donc il l'a réformé. Ensuite, en fin 1939, lorsque la guerre allait éclater, ils ont pris tout le monde à l'armée. Bien qu'il n'était pas français, mais il y avait un bataillon polonais dans l'armée française. Il y avait des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Polonais
qui travaillaient dans les mines en France. C'était les étrangers qui travaillaient en France pour boire à bon Ils marché. appelaient ça le bataillon des étrangers volontaires. Ah, ça s'appelait les Comme ça, ils volontaires. appelaient ça volontaire. C'est du shaker. Parce qu'ils les ont pris Balkourham. Ils ont appelé ça les volontaires. Les étrangers volontaires. Donc il a dû être pris dans ce bataillon-là. Pour faire ça, il a dû aller faire son service militaire à Nancy. Lorsqu'il est arrivé en France, en Pologne, c'était très dur de trouver à se marier. Il n'y avait pas de Beth Yaakov pour les filles, ça venait de commencer. Les filles n'avaient pas appris dans une école froum, ils avaient appris dans les écoles polonaises. Et ils ne voulaient pas un Bachur Yeshiva. Pour un Bachur Yeshiva, c'était très très difficile de se marier. Mon père, il disait que tout le monde parle de la Yeshiva du Mir où il y avait 400 élèves. Mais il disait, il faut savoir que ces 400 élèves, que de façon naturelle, ils étaient complètement Meyuashim. Ils étaient dans le désespoir. D'espoir. On de se n'arrivait marier. pas à trouver à se marier. On n'arrivait pas à trouver de place aussi. Il n'y avait presque pas de kolélim. Il y avait un kollel, peut-être un ou deux kolélim dans toute la Pologne-Lituanie. Ouais. Donc il n'y avait pas, c'était des bachouim. Et c'est ça la grandeur du Mashgar Rabbi Yerucham, qui arrivait à faire des bachouim qui s'approchaient, pas mal, ils s'approchaient de 40 ans. À faire qu'ils étudiaient avec Réchec extraordinaire. Donc lui, il avait, d'après le passeport, 32 ans lorsqu'il est arrivé en France. Il n'était pas encore marié. Et ma mère, elle est à Shalom, qu'aujourd'hui c'est son Yahrzeit. Elle était rescapée de Francfort, d'Allemagne. Et grand Veil, il a dit à mon père, il y a une famille qui est arrivée d'Allemagne, famille très très bien. Peut-être que leur fils, ça pourrait être un chidour pour vous. Elle avait 19 ans. Oui. Et lui, il avait 32 ans. Ouais. Alors il a dit, mais non, c'est une mentalité totalement différente. À l'époque, c'était totalement différent. Il a dit dans un dracha une fois que pour lui, pour s'habituer à la tfila yeken, il pense que c'était plus difficile que pour ceux qui viennent du Maroc à s'habituer à la tfila yeken. C'est-à-dire à l'époque, c'était très très séparé de monde. Donc il a pensé que non. Après, lorsqu'il a dû aller à Nancy faire service militaire, il s'est renseigné où c'est qu'on peut manger kasher. Et j'ai rencontré un élève qui ne vit plus maintenant, il m'a dit que c'est lui qui a été l'envoyé de mon père pour se renseigner où on peut manger kasher. On lui a dit la famille Slobodsky, qui étaient les parents de ma mère. Et mon père, il avait appris de Chafetz Chaim, chaque chose qui se passe dans le monde, de penser Mazot Asa Hashem Lanu. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça? Quand il a entendu ce nom, il a dit c'est possible que Kadosh Baruch Hu, il veut que je fasse le Shidur. Donc il est allé là-bas. Il a fait 9 mois, si je ne me trompe pas, de service militaire. Et il a connu ma mère, parce qu'elle est tous les jours là-bas. Ouais. Ils ont décidé de se fiancer. Ah, incroyable. Après, la guerre elle a éclaté. Tous les Français, ils ont été refoulés vers le centre de la France. Donc ma mère est arrivée à Limoges. Est arrivée à Limoges. Et lui, il a été prisonnier de guerre. Il était prisonnier de guerre. Il a fait 5 ans prisonnier de guerre. Depuis 1940, quand là, les Allemands attaquaient la France, Oui. jusqu'à mai 1945, 5 ans entiers. Et là, il n'a pas été inquiété en tant que juif. Non, il a été prisonnier de guerre. Officiellement. C'était mieux que tous les... Parce que lui était un soldat prisonnier, donc il avait un numéro à la Croix-Rouge. On savait qu'il était juif. Oui, oui. Il avait des tefillin dans cette poche, il avait le maillot dans l'autre poche. Et en fait, ça a été son sauvetage. Ça a été son sauvetage. C'est son salut. La plus grande Sarah, qui pensait que c'est un Gzardin Mavet, d'aller lutter contre les Allemands, c'est ça qui lui a sauvé la vie, et c'est ça qui lui a trouvé son chidour. Et ma mère, elle a été près de l'attendre pendant 7 ans, parce qu'ils se sont mariés en 46 finalement. Oui. Après la Et guerre. ils sont connus en 39, en fin 39, et ils sont mariés qu'en 46, le temps qu'elle a pu venir en France, il n'y avait pas de bateau, elle s'était sauvée en Amérique du Sud, à Montevideo. Ouais. Et c'est là qu'en fait, il va reprendre la yeshiva après la guerre. Ensuite, pendant la guerre, à la fin de la guerre, le grand rabbin Veil, il était rescapé avec ses mains. Il y avait un autre juif qui était le Rav Lebel, Rav Moshe Lebel, que lui, il avait appris dans la yeshiva de Chachmei Lublin en Pologne. Il s'est aussi caché avec ses mains. Il a sa femme et un enfant qui ont été tués pendant la guerre. Il était rescapé. Lui, il avait l'idée de faire une yeshiva comme la yeshiva de Chachmei Lublin. Et c'est lui qui a amené le nom, Chachmet C'est pour ça que ça s'appelait Chachmei Une Tzorfat. copie de Chachmet Lublin. Et il y avait les Baalei Tosfot qui s'appelaient Chachmei Tzorfat. Et là-bas, il y avait Chachmei Lublin. Donc Chachmei Tzorfat, c'était encore plus approprié que Chachmei Lublin même. Et lui, il a pensé, il m'a raconté ça, que lui, personne ne le connaît, un Polonais en France. Le Rav Mevel, c'est une très grande personnalité. Tous les froms de France, le Rav Mevel, c'était C'est un très grand l'exemple. Talmid Chacham. C'est un très très grand Talmid Chacham, c'était l'exemple pour eux. Donc, C'est rabbin de Colmar. Le rabbin de Colmar. Dites-moi, maintenant, dans cette période de la Shoah, la famille du Rav a été décimée. Tout le monde. Non, quoi, la famille, quoi. Oui. Les un frères et sœurs. Ils mère, étaient ses frères et neuf, sœurs, ils tout. étaient 9 dans la famille, il y avait des enfants, des petits-enfants.
Il est resté il est resté Et personne. il n'a su qu'après la guerre. Pendant la guerre, il a compris que ça se passait pas bien. Mhm. Il a décidé, il a écrit à ma mère une fois qu'on va plus parler de ma famille tant qu'on ne sait pas ce qui se passe. Mhm. Et malgré ça, il écrivait dans les lettres, je suis ici l'homme le plus heureux. C'est un point très important parce qu'il avait toujours la émouna. Je sais que Dieu est avec une personne, donc soit qu'il soit captif, soit qu'il soit un homme libre. Donc je suis ici l'homme le plus heureux. Il a dit, j'étais jamais triste. Même des fois où je sentais que j'allais devenir un peu triste, parce que j'étais soucieux pour le sort de ma famille, alors je me répétais. Alors, je parlais quand même. Chaim, tu es un maïmin ou tu n'es pas un maïmin? Un maïmin, je crois, ben mon une croyance complète. Shaboris Borach Shmuel, Shaboris Borach, c'est lui qui a créé, c'est lui qui conduit toutes les créatures. Et lui, tout seul, il a fait, et il fait, et il va faire tout ce qui se passe. Quand la maille, c'est tout. Il racontait aussi qu'il a étudié pendant cette période où il était prisonnier, pendant la Shoah. Quoi, bien sûr qu'il a étudié. Quoi, il avait un Mishnayot. Un livre de Mishnayot. Il avait seulement un Mishnayot, il même pas de Sidou. Il y avait un Mishnayot, ouais, Zraïm, Moed, Nashim. Il a appris par cœur, il le répétait tout le temps. Et dans une poche, il avait un Mishnayot, dans l'autre poche, il avait les tefilines, et il avait encore une troisième chose qu'un yid a besoin, c'était une tondeuse. Pour ne pas avoir besoin de se raser avec la lame. Alors il avait trois choses de Yiddishkeit. Les Mishnayot, les tefilines et la tondeuse. Il disait que la tondeuse, c'était aussi important pour lui que les tefilines. Parce qu'avec ça, il pouvait ne pas se raser la Il barbe. de se raser, et puis alors pas se raser à la lame. Autrement, je ne sais pas s'il aurait laissé ne pas se raser. Étudier la Torah, c'était toute sa vie. Quand il était en captivité, il étudiait par cœur. Pendant le travail, il étudiait les Mishnayot par cœur. Il disait que quand je lavais mon linge, je pensais ça c'est du temps perdu. Parce que pendant qu'on travaille, dans les travaux forcés, la tête elle peut être tranquille, on peut étudier. Rav Tzadka qui était au Shivat Porat Yosef, Oui. j'ai vu dans son sefer, il rapporte au nom de Rabbi Lubavitch que c'est marqué celui qui travaille, qui vit, qui se nourrit par le travail de ses mains, il est heureux. Il dit, c'est-à-dire par le travail de ses mains, pas de sa tête. Quand la tête elle est libre, on peut penser en études. Et mon père, il a écrit, quand je lavais le linge, c'est-à-dire tout le reste du temps, il étudiait. Et quand il lave le linge, Pourquoi laver le linge? Pourquoi je ne sais pas? Peut-être parce qu'il... Il doit réfléchir à ce qu'il fait. Il a dit, quand je travaillais, Ouais. les mains, ils travaillaient tout seuls. Ouais. Et la tête était libre. Mais pour laver le linge, je dois regarder qu'est-ce qu'il fait. Ah, d'accord. Il écrit dans une lettre que c'est peut-être pour ça que les femmes sont Petourim de Talmud Torah. Parce que sinon, ils n'arriveraient pas. Il dit, je sais que c'est très important, mais chaque frottement, je pense, dommage. Encore une Mishnah que j'aurais pu répéter. Et le soir, quand il allait dormir, Il écrit. les goïms et tous les autres prisonniers, ils parlaient des choses qui sont pas trop propres pour les oreilles. Ouais. Et il dit, je mettais la couverture sur ma tête pour pas entendre ce qu'il disait. Il y a les Mesertot qui passaient, Qui défilait. qui défilaient. Ça, je sais pas si c'est Mesertot de Mishnayot ou peut-être même de Gemara, parce qu'il avait étudié avant 12 ans à Yeshiva de Chafetz Chaim. Justement, j'aimerais que vous nous racontiez plus ce passage auprès du Chafetz Chaim. Il a passé combien d'années auprès du Chafetz Chaim? 7 ans. 7 ans. 12 ans dans la yeshiva du Chafetz Chaim. Oui. 7 ans du vivant du Chafetz Chaim. Donc il a connu, il a côtoyé. Ah oui. Plus que côtoyer. Il était, on peut dire que Lozaza Yadom et Tarat Yadom presque. Ouais. Il nous a jamais raconté qu'il était le shamash du Chafetz Chaim. Parce que ça, c'est de la gava, c'est du kavod. Il racontait sur Nosson Bresser. C'est son ami Nosson Brezer tout le temps. J'avais un ami qui était jamais du Chafetz Chaim. Et quand mon père, il est niftar pendant la shiva, et on a eu une apparition, comme une apparition, un monsieur qui arrivait de Tel Aviv, en chair et en os, qui nous a dit que lui, il a été toutes les années avec mon père à la yeshiva. Farber. Ils sont arrivés ensemble en fin, c'était au début Peizaïn et fin Soukes Peizaïn. Donc c'était la fin de 1926. Oui, c'est ça. Fin de 1926, ils sont arrivés ensemble. Mon père, il est resté jusqu'en 38 et lui, il est resté jusqu'en 39. Il a été pris pendant la guerre en Pologne même. Et il a raconté que plusieurs histoires. Il a dit quoi? Vous savez pas que votre père était chamash de Chafetz Chaim? Non, personne de nous n'avait entendu. Il a dit, vous n'avez pas entendu parler de Nosson Brezer? On lui a dit oui. Il a dit, ils étaient les deux ensemble. Et il nous avait raconté, et c'est ça là, comment il avait commencé à nous raconter. Le Chafetz Chaim, il venait des fois parler à la yeshiva. Il était très très faible. Et il y avait
le Baal Agala, le cocher de la ville, qui avait ses chevaux et sa charrette. Et il emmenait le Chavetz Chaim. Des fois, le Baal Agala, il devait voyager, il laissait la charrette, il prenait les chevaux. Et mon père et son ami, c'était toujours eux, il laissait personne d'autre, un, il se mettait à la place du cheval, et l'autre, il se mettait à la place du cocher pour que le Chavetz Chaim ne voit pas qu'il n'y a pas de cheval. Le Chavetz Chaim n'aurait jamais accepté. Donc, il a dit, eux, ils ont laissé personne. Donc, lui, il a été Shamash du Chavetz Chaim. Mais il nous a jamais dit, il a parlé toute sa vie des dizaines de milliers de fois de Chavetz Chaim. Mais ce qu'il ne voulait pas raconter, jamais ça sortait de sa bouche. Même pas, nous, on s'arrange que par hasard, ça sorte. En fait, toutes les anecdotes qu'il a, c'est ce qu'il a vu de ses propres yeux. J'ai entendu mes pieds vers Kadosh du Chavetz Chaim. D'où j'ai su depuis quelle année. Moi aussi, j'ai pensé, peut-être c'est pas dès qu'il est arrivé. Mais il m'a raconté, une fois, il était dans le train. Et il voyageait, et le Chavetz Chaim, il y avait 2 balébatim, des gens simples, qui parlaient d'une lettre qui était sortie au nom du Chavetz Chaim. Le Chavetz Chaim avait écrit que celui qui transmet ses enfants aux écoles Pafroum, qu'il y avait à l'époque, qui était très anti aussi, laïque, c'est comme s'il les transmet au Moller. Le Moller, c'était la Vodazara, qu'on donne son fils à être brûlé pour la Vodazara. Et il a dit à l'autre, tu crois que le Chavetz Chaim va parler comme ça? C'est pas la façon de parler du Chavetz Chaim. Chavetz Chaim ne parle pas comme ça. Et mon père, il leur a dit, comment il ne parle pas comme ça? Moi, j'étais chez lui quand il a écrit cette lettre. Comme ça, c'est mon père, il m'a raconté. Beaucoup d'années plus tard, dernièrement, il y a quelques années, j'ai vu cette lettre imprimée. Et c'était dans la première année que mon père il est arrivé chez le Chavetz Chaim, ou au bout d'1 an. Donc j'ai compris que dès le début, il était déjà chez lui à la maison. Qui l'a envoyé ses parents? C'est lui qui a voulu. Il avait son frère, son grand frère qui était sur le Chavetz Chaim avant la Première Guerre. Ah, le grand frère du... Lui, il s'appelle sur son nom. Lui était maire adjoint de la ville du Chazon Ish, le frère de mon père. Lui, il était et toujours très, très les Yid, proche. ils avaient un adjoint qui était Yid. Et c'était lui. Alors lui, il était sur Chavetz Chaim avant la guerre, donc déjà, l'idée d'aller l'un sur Chavetz Chaim, c'était dans la maison. Donc après, quand il était à la Yeshiva Abranovitch, alors il a voulu aller sur le Chavetz Chaim. Mais là, il a craint que le Chavetz Chaim il est déjà trop âgé et qu'on ne peut plus recevoir de lui. Alors il a demandé au Mashgiach, est-ce que c'est encore valable d'aller sur le Chavetz Chaim? Le gendre du sabbat des Nevardok, qui était Mashgiach à la Yeshiva. Qui était un tzaddik extraordinaire. Rabbi Israël Yaakov Lubchansky. Alors il a demandé, est-ce qu'il y a encore quoi aller sur Chavetz Chaim? Parce qu'il est trop âgé. Alors il a répondu, celui qui aime Vakesh, comme on dit en gaulois. Qui recherche. Alors, celui qui aime Vakesh, alors il y a quoi aller? Il y a de quoi aller. Il avait aussi connu, comme vous l'avez mentionné, le Rav Elchanan Vesserman, le grand Rosh Hashiva. Marqué. Comment? Qu'il a énormément marqué toute sa vie. Il avait 3 rabbanim principaux. Il avait beaucoup de rabbanim. De tout le monde où il peut apprendre, il apprenait. De tout le monde. À côté de son lit, il avait des photos. Il y avait des rabbanim du Maroc, il y avait des rabbanim chassidim. Là, mais il avait 3 rabbanim principaux. Le premier Rav, c'était le frère du Chazon Ish. Il s'appelait Rabbi Yitzhak, on l'appelait Rabbi Tzele. Rabbi Tzele Karelitz, c'était son Rav Mouvak. Il a appris chez lui, il a même habité chez lui à une époque, il était orphelin, mon père. Donc, de son père. Son père est niftar en Tishri Tafresh Pei Gimel, 1922. Son père est niftar. Et donc lui, il a beaucoup appris chez le frère du Chazon Ish. De là-bas, il est allé chez Rabbi Elchanan Wasserman, que son grand frère avait aussi appris chez Rabbi Elchanan. Et c'est ce grand frère qui l'a accompagné à aller chez Rabbi Elchanan Wasserman. Il a été là-bas 4 ans. Après, il est allé chez le Chavetz Chaim. Et il était un vrai Mevakesh. Toute sa vie, il était attaché au Chavetz Chaim. Incroyable. Je pense souvent que peut-être, on voit que les élèves d'Aix-les-Bains, ce que les deux spécialistes, sont attachés au Rav. Hier encore, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit son Rav à Yerushalayim. Il n'y a pas une sira où il ne parle pas de Rav Freikin. Et tous les anciens, c'est comme ça. Beaucoup d'anciens, tout le temps, ils parlent de Rav Freikin. J'ai pensé parce que lui, il était aussi Mida Kneged Mida. Attaché à ses rabbanim, toute sa vie, il vivait avec ses rabbanim. Une fois, j'ai parlé à Rav Wolber, Zichrono Livracha, et j'ai parlé de la mentalité française. Et il m'a dit, mais toi, tu as grandi en France? Tu n'as pas grandi en France, tu as grandi à Radin. Comme ça, Rav Wolber, il m'avait dit. Et lui, il est resté rattaché à ses rabbanim, et il vivait comme ça. Il vivait... Justement, c'est très intéressant ce que vous mentionnez, c'est que le Rav Freikin, donc, il était toujours avec des anecdotes du Rav Elchanan Wasserman, du Chavetz Chaim, et c'est dans cette ambiance que vous avez grandi. Mais d'un autre côté, vous n'aviez rien d'autre à Aix-les-Bains, vous-même. Ça veut dire qu'il y avait tous les élèves, ils venaient un peu de partout.
Et vous sentiez qu'il y avait, il y avait d'autres influences que votre père était assez fort pour pouvoir ne pas, peut-être, vous avez pensé peut-être s'intéresser à autre chose quand vous étiez jeune auprès de Il n'y votre avait père. pas autre chose. Le monde, tout le reste, c'est le monde extérieur. Et les goyim, tout ça. Mais nous, c'est... C'était vos parents, Moi, votre j'étais père. à l'école goy pendant 1 an, quand j'étais petit. Ah oui? Là, il n'y avait pas encore d'école juive. Oui. Mais c'est pas tout. Aucun Bamina, eux, c'est des goy, c'est autre chose. Mais vous parlez d'autres influences juives ou quoi? Oui, même juive. Non, il était très très ouvert à tout. Oui. Et il parlait de rabbanim du Maroc et de rabbanim chassidim. Il était ouvert à tout. Mais il avait son derrière. Il avait son derrière très clair. Le derrière de la yeshiva, ça doit être le derrière qu'il a pris de ses rabbanim, très clair. Mais des autres influences, il était d'accord si c'est bien, si... Sauf quand c'est contre la Torah. Oui. Il y a une lettre à la fin du livre où il écrit, pas mentionné. Là, on étudie la critique biblique. Oui. Je ne peux pas Oui. entendre parler. Moi, j'aurais ajouté une phrase, mais ça, c'est déjà ma phrase à moi. C'est pas une phrase que papa il disait. Moi, je crois que, encore plus que Talmid de Rabbanim, c'est le chemin de savoir qu'est-ce que la Torah, elle veut de nous. Parce que toujours, la Torah, elle nous dit, il y a des choses qui sont écrites dans la Torah, mais fourrache. Qu'on ne mange pas du chazir, c'est écrit dans la Torah. Si par contre le chazir, il s'est mélangé dans la soupe, alors là, c'est déjà pas écrit un pasouk, c'est une mishnah. Et maintenant, donc, on rentre encore dans d'autres problèmes. Mais toujours, l'idée principale, c'est qu'est-ce que la Torah veut de nous. Et alors, lorsqu'on voit ça ni dans le pasouk, ni dans la Gemara, ni dans le Mishnah Berurah, il faut aller chez les Talmidei Chachamim, qu'eux, ils savent voir dans la Torah comment faire dans ma situation. Mais en fait, toujours, c'est la Torah. C'est pas je suis un Talmid de un tel ou un tel. Moi, je veux savoir ce que la Torah, elle veut. C'est d'une pureté totale. Et ça, mon père, il était très très fort dans cette pureté totale. Qu'est-ce que la Torah, elle veut? Ce qu'il a appris des rabbanim. Donc en fait, c'est la Torah. Il toujours rechercher la Torah dans chaque situation et dans tous les domaines. Et dites-moi, vous avez mentionné qu'en France, il n'y avait pas d'yeshiva, hein, tout le monde faisait des études profanes, etc. Oui, non, mais là, comment votre frère a fait ce... Au début, il y avait rien. C'était le premier. Mais après la guerre, Oui. il y avait en France 3 yeshivot. Une yeshiva Lubavitch à Brunois. Une yeshiva, c'est pas juste après la guerre, quelques années après, une yeshiva de Rabbeinu, qu'on appelle Rabbeinu, de Nevardok, qui était à Fublen. Oui. Après, c'est devenu Armentières, tout ça. Et avec Exéba. Mais qui ne lâche pas sur la France en tant que Français. C'était plus Exéba. Oui, mais comment il a fait? Justement, ça qui nous intéresse, c'est que comment ils ont accepté ce public français, donc qui était en France, qui avait une autre hashkafa, une autre façon de penser, d'accepter un peu ce message de Torato Manuto, d'étudier la Torah. D'abord, et c'était pas encore Torato Manuto à ce moment-là. Mon père, il disait, tu seras ce que tu seras. Tu seras chochet, tu seras médecin, tu seras cordonnier, médecin, avocat, c'est la même chose. La yeshiva, elle ne poussait pas à être kolelman. Elle poussait à étudier la Torah tout le temps. Mais apprendre un métier, c'était ça que tout le monde... Et c'est pour ça que la yeshiva a réussi. Parce qu'au début, on proposait de faire le bac. Donc moi, j'habite maintenant à Strasbourg. Je vois une grande partie des élèves, c'était les familles très froumes de France. À leur niveau, ils ne connaissaient pas beaucoup, relativement, mais ils voulaient quelque chose de juif. Et comme ils ont trouvé quelque chose de juif où on peut faire le rôle, c'est arrivé. Et il y a eu un miracle que le grand rabbin Veil, il étudiait beaucoup, qui était le fondateur de la yeshiva avec le Rav Lebel, lui, il étudiait beaucoup le Rif. Donc il se sentait très attaché au judaïsme marocain. Et on savait qu'au Maroc, il y a plein de juifs. Donc il a envoyé une lettre à Fès. Il ne connaissait personne au Maroc. Il a pensé qu'il doit avoir encore une communauté à Fès 900, 800 ans après le Rif. de Fès. Parce que le Rif était de Fès. Le Rambam aussi a été une époque à Fès. Donc il a écrit une lettre au grand rabbin de Fès. Sans savoir qui, quoi, quand. Voilà. Ni nom, ni adresse. Et la lettre est arrivée au grand rabbinat de Fès. Il y avait là-bas le Rav Yedidia Monsonego. Lui, il a vu cette lettre. Il avait un fils en âge qui s'était Rabbi Aaron Monsonego Zichron Livracha. Il a dit, est-ce que tu voudrais aller à la yeshiva? Il a dit oui. Et il a voyagé en France. Il a débarqué du Maroc. Les gens n'avaient jamais vu un élève sfarad. Ils ne connaissaient pas. Et lui, il est arrivé à la yeshiva.
Et rapidement, il est devenu l'élève le plus proche de mon père. De tous les temps, c'était l'élève qui a une influence atsuma sur la yeshiva. Mon père, il avait une fois que lui, il gardait son siddur sfarad, etc. Il a dit, lui, il va aller loin. Il garde ce qu'il a, il ne se laisse pas influencer, il va aller très loin. Si je peux raconter une petite anecdote qui n'a rien à voir avec mon père, c'est Rabbi Aaron Mosonigo lui-même qui m'a raconté de voir que les tzadikim, ce qu'ils peuvent voir. Il y avait un rescapé qui était arrivé en France, il s'appelait Rabbi Mordechai Porgemansky. C'était un Adam Gadol très 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 grand, un des plus grands de la génération. Lui, il était seul. Mondialement connu. Mondialement connu. À l'époque, il n'avait pas été marié, il était malade, il était tout seul. Et il était une partie du temps à Bailly, qui était la première yeshiva en France. Après, c'est devenu Fiblen, etc. Une autre partie à Aix-les-Bains. Et Rabbi Aaron Mosonigo, c'était un nouvel élève. Et il a vu pendant la tefila que Rabbi Mordechai Porgemansky le regarde tout le temps. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Rabbi Mordechai Porgemansky le regarde tout le temps, toute la tefila. Après la tefila, Rabbi Mordechai Porgemansky lui a demandé « C'est quoi cette tefilin que tu as? Qui a écrit cette tefilin ?» Il a dit « Mon père du Maroc, il a entendu qu'en Israël, il y a un tzaddik, un grand Talmid Chacham qui est sofer. Il a voulu avoir des tefilines de ce Talmid Chacham. Ça en soi-même, c'est très intéressant. Du Maroc, Eretz Israël, il y avait beaucoup de sofrim au Maroc aussi. Il a entendu parler, cette sourate, c'était le Kaf HaChaim. Et il avait demandé au Kaf HaChaim de lui envoyer des tefilines pour son fils. Et pour soi-même. Il avait deux pères, oui. Je crois 2 ou 3. Donc lui, il avait 7 paires. Et Rabbi Mordechai Porgemansky, il a senti la kedusha sur cette tefilines. C'est Hatsoum, c'est pas des histoires qu'on raconte. Il de lui prêter une fois par jour. Tous les jours, il lui demandait tous les jours après de mettre cette tefilines. Après qu'il finissait la tefila, Rabbi Mordechai Porgemansky mettait lui-même les tefilines. Donc quand lui, il est arrivé, Rabbi Aaron Mosonigo, après tout de suite, ça a fait venir beaucoup d'élèves du Maroc. Il y a une fusion magnifique qui est arrivée avec mon père qui parlait un français qui était beaucoup de yiddish mélangé, et des élèves qui parlaient un français marocain. Il y avait même un élève, Rav Gabay, qui était très longtemps, qui parlait même pas le français que l'arabe. Ouais. Rav Gabay, au début, il parlait pas français, il venait de Fedala. Fedala, bien sûr. À Fedala. Oui, c'est mon Rav. Ouais. Et lui, il parlait pas français. Il a dit, papa, ne parlez rien, parlez-lui qu'en français. C'est parce qu'il a appris le français. Et il y a une fusion extraordinaire. Et comme ça a fait que dans toute la France et au Maroc, énormément. Une fois, j'ai rencontré le Rav Amar, qui était Rav Rachid d'Israël. Il m'a dit, moi, je suis un élève de ton père. J'ai jamais appris à Aix-les-Bains. C'est possible qu'il n'avait jamais vu mon père. Il m'a dit, je suis un élève de ton père. Il m'a dit, à la yeshiva, Casablanca, Neve Shalom, tous les matins, on avait un cours. Et tous les jours, on nous racontait de Rav Freikin. Et tous les matins, il leur parlait. C'était comme en Angleterre, il y a ça avant que l'école commence, le directeur parle quelques minutes. Il dit, tous les jours, on entend de Rav Freikin. Moi, je suis un élève de votre père. Rav Steinman m'a dit que le Rav de Ponevezh a dit que il y a des vrais Talmidim de Chafetz Chaim, il n'y a pas. C'est-à-dire beaucoup de gens qui s'appellent Talmid de Chafetz Chaim. Et j'avais un bachour qui était à la yeshiva chez nous, qu'après qu'il allait en Amérique, il a étudié à Sopholzburg. C'était le Rosh Yeshiva là-bas, il y avait 2 Rosh Yeshivot là-bas. Un qui était Rav Feigel, le fils du Mashgiach connu de l'Aïkoud, et le deuxième, c'était Rabbi Yocham Gorenik. Son fils, qui était Rosh, lui, c'est un très très grand Chacham, un des plus grands dans le monde peut-être. Et son fils a dit à cet élève-là qui venait d'Aix-les-Bains, il lui a dit que mon père disait qu'il y a juste 2 personnes qu'on peut dire sur peut-être Talmidim sur les Chafetz Chaim, et un d'eux, c'est Rav Freikin. Maintenant, l'autre chose, il a étudié en captivité, donc mon père, il étudiait tout le temps. Et j'ai vu une lettre, je ne me rappelle plus maintenant, où parmi toutes les lettres qui sont passées entre mon père et ma mère en captivité, mais ça, c'était une lettre après les captivités, quand mon père était déjà en France. Mais ça a mis 1 an jusqu'à ce que ma mère ait pu venir. Et mon père a écrit, moi, normalement, je ne voudrais pas être chez Shiva, parce qu'on est occupé avec les élèves, on n'a pas le temps d'étudier, et ça prend beaucoup de temps. Et moi, ce que je veux, c'est étudier du matin au soir, et du soir au matin, comme quand j'étais en captivité. Que si je n'ouvre pas la yeshiva, il n'y aura pas de yeshiva en France. Donc, première chose, je vais aller ouvrir la yeshiva. Après, si j'aurai le temps, j'irai étudier un frère. Quand il a fini la yeshiva, il part étudier la yeshiva seulement là.
Après la guerre, est-ce qu'il reste en France ou bien il part ailleurs? Oui. Et ça, comme ça, ils disent, est-ce qu'il va en Amérique? Il voulait rester. Mais après, quand maman n'est pas arrivée à recevoir un visa, on a dit, c'est peut-être une Hashomaim qu'on veut montrer que je dois quitter. En Amérique. Ou aller là où elle pourrait aller. Ah, ok. Parce que ça, c'était une chose. Et la deuxième chose, c'était quand le Vaad Hatzala est venu liquider. Au début, pendant 2 ans, c'est le Vaad Hatzala qui a soutenu la yeshiva. Financièrement. Après, lorsqu'ils sont venus liquider, parce qu'il n'y avait plus de rescapés en France, alors ils sont venus tout fermer toutes leurs affaires. Alors, la yeshiva, il n'aura pas quoi manger. Alors, il a envoyé une lettre au Chazonish. Il a dit, voilà, moi, je suis de Kosovo. Alors, je suis ici en France, et alors on a une yeshiva, mais maintenant, le Vaad Hatzala, il veut liquider, donc on n'a pas d'où soutenir la yeshiva, idée de soutenir des gens d'ici. Les gens d'ici, ils n'ont aucune estime pour l'étude de la Torah. Donc, c'est impossible que la yeshiva soutienne. Alors, le Chazonish lui a dit, il y aura de l'argent, mais commis, comment on dit ça en français? Sur place. En place. L'argent qui va venir sur place. Après des années, mon père, il a dit la bracha, elle a été mitkayem, mais tzimtzum. Mais ça a été mitkayem. On avait proposé, si je peux ajouter, Raman Delzak lui avait proposé de venir avec toute la yeshiva aux États-Unis. Et que lui, il l'intégrait dans là où il était lui-même, Raman Delzak. Et il a fait demander la question par le Branovitcherov. Il y avait le Rav de la ville de Branovitch. Mandelzak, c'était son genre. C'est le genre du Rav Chafetz Chaim qui est originaire. Donc mon père, il avait connu Aradine. Et lui, il a proposé à mon père de venir aux États-Unis avec tous ses élèves et qu'il l'intégrait dans sa yeshiva, lui. Et il y avait à l'époque, avec ses bains, un rescapé qui était le Rav de la ville de Branovitch. La ville de Branovitch. Il a perdu sa femme, ses enfants, il a perdu ses enfants. Il était seul. Il avait un petit-fils en Eretz Israël, Boyarski, mais lui, il était seul. Il a passé quelques temps en France. Quand il est monté en Eretz, mon père, il a dit, s'il vous plaît, demandez au Chazonish cette question. Par lui, il a fait parvenir la lettre. Et le Chazonish, il a dit que vous aurez... Et mon père, jusqu'à la fin de sa vie, il pensait que c'est grâce à la bracha du Chazonish qu'on a eu la yeshiva. En tout cas, il parle avec moi d'un Degdolé Ador, très grand, qu'il avait connu à Branovitch. Et il m'a dit, si moi j'aurais pu étudier tranquillement après la guerre, d'après le niveau que j'avais dans les yeshivot, je serais devenu aussi grand que lui. Donc il a pu devenir un Degdolé Ador. Mais je ne regrette pas, c'est ce qu'il fallait faire, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Il a senti que c'est ça, tout, son rêve était tout le temps, toute sa vie, de pouvoir quitter la yeshiva et aller étudier. Il y a un livre sur mon père qui s'appelle Pour la gloire de Hachem. C'est un livre que je conseille à tout le monde de lire, du début à la fin. Ça donne beaucoup d'Irat Shamayim et ça nous rapproche de notre cher HaKadosh Baruch Hu, comme disait mon père. C'est votre sœur qui l'a écrit. Ma sœur a écrit. Moi, j'ai écrit juste l'introduction. Et là, j'écris en captivité, je rapporte une lettre de mon père. En captivité, j'étais heureux, car la Torah m'a toujours réjoui. Je serai heureux toujours et partout, car la Torah est ma plus grande joie. Il y a une lettre où mon père a écrit « Vive la Torah qui rend ses amoureux toujours heureux ». C'était... Mais notre père étudiait tout le temps. De même qu'au milieu de l'étude, si on voyait un sefer de la Torah d'Akadosh Baruch Hu en train de tomber, on s'interromprait pour le rattraper ou le soutenir. Ainsi, notre père prenait le temps pour aider un fils d'Akadosh Baruch Hu à se relever et s'élever. Puis il retournait immédiatement à sa Gemara. Donc, toute sa vie, il voyait des schémotes par terre. C'est les tzadikim qui ne sont pas encore tzadikim, qui ne savent pas encore ce que c'est tzadik, qui peuvent le devenir. En venant ici, j'ai vu une boîte de tzaka où on écrit « L'homme vatrim à la fechad ». On ne renonce pas à qui que ce soit. Oui. Voilà, on renonce à personne. Et il peut dire on donne l'argent à tous ceux qui ont besoin. Et mon père, ça veut dire chaque Ben Israël a besoin. Donc moi, je vais étudier quand il y a lui qui risque de se noyer. Ah, donc c'est ça, toute sa vie c'était ça. Il y avait la Gemara, mais il y avait tout le monde. Papa était non seulement le Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains avec tous ses élèves, mais il s'est occupé aussi, il avait ce sens de la responsabilité avec le judaïsme qui venait d'Afrique du Nord. Par exemple, en 61, quand tous les Juifs sont partis d'Algérie sans savoir où c'est qu'ils vont trouver des cadres communautaires, des rabbins, des écoles juives. Et là, il va sortir de la yeshiva, il va même apporter un Rosh Yeshiva d'Eretz Israël, Rav Asserman, si je ne me trompe pas, qui va l'aider, qui va le seconder. Et lui, il va sortir, en fait, pour s'occuper de ses kihilot. Et... À Marseille, il y avait 70 000 yid, comme on dit dans le français juif. Et il n'y avait pas minyan, chambre et Shabbat. Mon père avait un rêve d'amener Rav Ovadia, qui était Rav de Sefrou,
qui voulait David quitter le Obadia. Maroc, Rabbi David Obadia, pour qu'il devienne Rav de Marseille. Il a fait un rêve. Quoi? Mon père, il travaillait beaucoup pour Marseille. Et il fallait un rave. Une fois, il a rêvé la nuit que c'est marqué Veganoti Alaïr Azot, les man David Avdia. Il a dit, je vais protéger cette ville à cause de David, mon serviteur. Et à l'époque, Rabbi David Ovadia, il était à moitié rescapé du Maroc. Il était arrivé avec ses mains. Et mon père, il a dit, ah, ça veut dire qu'on veut que lui devienne rave de Marseille. David Avdi. David Ah Avdi. oui. David. Et finalement, ça n'a pas marché. Mais il avait, comme il dit, il ne pouvait pas dormir la nuit. Dès qu'il entendait un juif, impossible de rester à ne rien faire. Mais dites-moi, vous-même, quand vous avez grandi donc dans le foyer de Freikin, vous le voyez très peu en fait. Est-ce qu'il avait le temps de s'occuper de vous-même, de vos Il problèmes? étudiait avec nous. Énormément. Il avait, énormément. Il n'y avait pas consacré d'école aussi. à ce moment-là. Oui, mais avec toutes ces occupations de la yeshiva, du Zikouï Rabim, des fois il devait partir Shabbat pour aller voir des communautés. Il prenait son temps pour s'occuper de vous, de vous occuper de vos soucis, Énormément. d'étudier. Nahon. Bien sûr. Naftali, Non, surtout. Des coups. Il était tout le temps constant. Quoi. Ouais, Ouais. ouais. Et il trouvait des bachourim pour étudier avec nous, c'était Ouais. tout. Dites-moi, votre papa, qu'est-ce qu'il attendait de vous pour à l'avenir? Il voulait que vous continuiez son travail, en fait. Non, il voulait qu'on étudie. Pour lui, tout le monde faisait le bac. Pour nous, il n'y avait pas d'avamina, c'est sûr que non. La Torah, la Torah, la Torah. Il ne voulait pas qu'on devienne ni des rabbinim. Pour lui, son rêve, c'était d'étudier. Pas enseigner, même pas enseigner. Ah, ouais. Vas-y. Venir d'être à Aix, il m'a dit, il a dit, tant qu'on peut acheter, il ne faut pas vendre. D'abord, remplis-toi tout ce que tu veux. Il m'a dit, la famille, elle a déjà fait assez pour diffuser la Torah. Il y a moi, il y a Rav Yechiel. Vous devez étudier. Comme ça, il m'a dit une fois. Et moi, une fois, quand j'étais à Londres, alors j'étais marié depuis 13 ans, alors je lui ai dit, j'aurais envie d'enseigner. Il me dit comme ça avec déception, il me dit, je croyais que tu l'aimes. Moi, quand on m'a proposé de devenir Rosh Yeshiva à Beersheva, je l'ai appelé Purim au téléphone, et je lui ai dit, on me propose d'être Rosh Yeshiva à Beersheva. Il m'a dit, rappelle-toi, Emet Kene ve'al timkor. Tant que tu peux vendre, acheter, ne vends pas. Je lui ai dit, je sens que je vais mieux acheter si je vends. Il m'a dit, vas-y. Tout de suite, il m'a dit, vas-y. Moi, il m'a dit, si tu l'aimes jusqu'à 50 ans, on va te courir derrière dans les rues. Psst. Quel âge j'avais quand on t'a demandé? J'avais 35 ans à peu près. Il m'a dit, tu vas là jusqu'à 50 ans, mais dans noch leben die Gassen. Quand Rav Shion Biton il est arrivé en France, papa il m'a dit, tu vois, c'est comme ça. Il a glandé tout le temps, il ne s'est rien intéressé. En quelques années, il a fait tellement. Ça, il avait dit pendant la Shiva de maman, peut-être. Vous voulez nous raconter un petit peu la table de Shabbat, des anecdotes de votre enfance? Vous chantez Shabbat? Oui. Bien sûr. Alors, ça a commencé. Le Seder. En fait, on est tous Je peux curieux de raconter. savoir comment ça se passait dans la maison Mon des. père en Lituanie, on ne chantait pas de Zmirot. Lui, il ne connaissait pas les Zmirot. Et ma mère, elle est à Shalom, elle venait d'Allemagne, les Zmirot, c'était très important. Elle voulait qu'il chante. Et lui, au début, il pensait que c'est Chaval, on peut étudier la Torah pendant ce moment-là. Il voulait faire plaisir à ma mère. Alors, il avait fait des nigunim, des airs, sur des Mishnayot. Et nous, on chantait à la maison les Mishnayot. Vas-y, tu veux chanter? Maï mitzvot kalo. Et Kate, Ah, la première Mishnah, c'est Maï mitzvot kalo. Ouais. Après, il a ajouté le début. Maï mitzvot kalo, c'est la Mishnah de Maïm mitzvot kalo, sheike Yisrael. Omrot Toiro, Omrot Toiro, למען יתבלוך ואהבתו יומים, למען יתבלוך ואהבתו יומים, קל וחמר למצווה חמורויס, שבתו בבוירו. Ça c'est une mitzvah qui dit, si déjà pour une mitzvah qui est tout simple, qui ne compte que une pièce, la Torah elle a dit למען יתבלוך c'est peut-être pour chez le Haken. À plus forte raison pour les mitzvot Hamurot, combien? Donc c'était un air que lui il avait inventé sur des mitzvot. Il y avait une très longue Mishnah qui chantait pendant le Homer. Dans la période du Homer, une Mishnah dans Maseret Nachor qui raconte comment on coupait le Homer, comment ça se passait. Il y avait une... Après, petit à petit, il a appris les Zmirot. Omim Koherin. Ouais, et Omim Koherin. C'est la plus petite Mishnah de Mishnayot, il disait à mon père qui existe, qu'on l'apprend tout par cœur. Omim Koherin, Moshe, Ilan, ceux qui travaillent sur les bâtiments, quand ça arrive le moment de la Mida, ils font là-bas la Mida, ils font là-bas le Shema. Mais pour la Mida, non. Il faut descendre
et il faut faire en bas. Tu dois peut-être... Et après, il a appris les Zmirot, et c'était très très important pour lui qu'on chante des Zmirot. Et avec ça, il rapprochait les gens à la Torah aussi. Quand il avait des invités, les Zmirot, c'est devenu très important pour lui. En fait, c'est l'influence de votre maman. Oui. Et après, mais le match, il était très chaud. Souda Shlichit, il chantait avec le Bechourim. Ça, c'est venu par les Chassidim. Des chants de Lituanie, mais il y avait... Oui, mais ça a commencé parce qu'il y avait un groupe de Chassidim, après la guerre de rescapés. Et chez les Chassidim, Souda Shlichit, on fait ensemble, etc. À la Yeshiva, Souda Shlichit, là, ils chantaient des chants de Lituanie. Et après, il y avait eu le rachat de Rav Yitzhak Veil. De papa d'abord. Au début de papa, ça, c'était Et après, avant. quand il a eu un dans la gorge, pendant un an, il ne pouvait pas parler. Ah, On parle un petit peu de la rabbinite qui, en fait, elle a même fait des études universitaires. Elle enseignait l'anglais à la yeshiva. Elle avait fait des études d'allemand. Malgré tout, votre papa, lui, c'était Kulo Kodesh, comme vous l'avez mentionné. Ma mère aussi, c'était Kulo Kodesh. Justement, c'est ça qu'on voudrait savoir. Est-ce qu'il y a eu des Ma mère, frictions dans l'éducation pas du tout. Ma mère, tout ce qu'il disait mon père, chez nous, la Torah de notre père, elle a passé avec la douceur de ma mère. Mon père, il avait la douceur, mais il était connu pour... mon père, il prenait les gens, il donnait des claques. Mais il a dit à mon beau-frère, Rabbi Michael Brand, toi, il ne faut pas donner. Moi, ils savent que je les aime. Mon père, il prenait les Bnei Israël, il les bougeait comme un loulav, et il en sortait un bel étrog. Et ça, c'est... Mais la douceur chez notre mère, on la voyait. Et la Emouna, et la Torah, le tout de notre père, il a passé chez nous par notre père et par la douceur de notre mère. Elle a complètement accepté son message. Complètement. Pas seulement accepté, elle le poussait. Elle poussait aussi. Ouais. C'était... Elle avait aussi des choses d'elle-même. La Midat Emet. Ouais. Alors les deux, c'était des moteurs de Emet. Parlez-nous encore d'autres anecdotes sur votre maman, parce que c'est aujourd'hui son Zeit. Ouais. J'ai entendu, moi, la Levaya du Rav, de Rav Wasserman, je crois, qui dit que quand on l'a déterrée de France pour l'amener ici en Israël, elle était schléma. Elle était entière après un an. Oui, Moïse Boyer, il m'a raconté. Moi, je l'ai entendu. Moïse Boyer, c'est Chevre Kaddish. Ouais, Rav Wasserman raconte ça pendant le vaillée de papa. Mais ça, Moïse Boyer, il m'a dit, et Pinchas Wasserman. Pinchas Wasserman et Moïse Boyer, les deux, ils l'ont pris. Quoi? Moïse Boyer, demande à Moïse Boyer, il habite ici, demande-lui. Lui, à ce moment-là, il était déjà... Oui, il était dans Chevre Kaddish. Et il a dit Il m'a dit, elle était solide. c'est marqué Rekevatzamot Kina. La jalousie fait La jalousie, pourrir. c'est ça qui fait Pourrir les gens. Chez notre mère, il n'y avait pas la jalousie. Ça n'existait pas. La jalousie ou quelque chose contre quelqu'un, c'est pour tout le monde. Et là, Emouna, l'histoire avec les médecins. Ouais. J'avais une sœur qui était allée voir qui voyait les médecins. Et ma mère toujours, elle disait au médecin, comment ça va? Baruch Hashem, ça va bien, Baruch Hashem. Pour qui elle allait? on avait une sœur qui avait eu la polio. Donc pendant des années, elle a dû aller se faire traiter d'opérations, toutes sortes de choses. Ouais. Et ma mère, elle disait toujours, Baruch Hashem, C'est-à-dire, lorsque le docteur il disait que ça va bien, Dieu merci, Dieu merci. alors à un moment elle répondait Dieu merci. Dieu merci. Et après, quand ils ont fini, ils allaient partir, elle a remercié le médecin pour tout ce qu'il fait. Elle a dit, mais je comprends pas, toujours vous dites Dieu merci, là vous me remerciez à moi. Alors qu'est-ce qu'elle a répondu? On dit chez les Chassidim qu'avec un grand médecin, il y a le malach, Raphaël lui-même qui vient. Chaque médecin, il y a un malach, un grand médecin, il y a le malach Raphaël. Donc on est reconnaissant à vous que grâce à vous, on a eu le malach Raphaël. Oh oui, grâce à vous, nous a Elle guéri. savait très bien parler avec les gens. Elle français, elle savait expliquer aux gens. Mon père, il l'utilisait souvent pour qu'eux, ils expliquent son message à des personnes. Elle trouvait le langage. Elle trouvait le langage extraordinaire. Wiesmann il raconte qu'une fois elle était en bas, alors il y a monsieur Perrin, je ne sais pas qui, il est venu. Terrain. Ouais. Alors il vient, il a rencontré Madame Raquet, il a voulu la saluer. Alors elle a dit, excusez-moi, j'ai les mains sales. Quand mon beau-frère, Abtsi Goldstein, qui était de Israël, il est venu en France. Il venait des yeshivot d'Israël. Oui. Et à ce moment-là, pour son mariage, il y a Rabbi Yankel qui est venu. Rabbi Yankel, c'était le gendre de Rabbi Tzikl, qui était rabbi d'Anvers.
Après, Ankel était lui-même rabbi. Aujourd'hui, c'est son fils qui est rabbi. Et Rabbi Ankel, j'ai vu qu'il parlait avec ma mère. Bon, quand il parlait avec ma mère, il regardait à côté. Oui. Mais il parlait avec ma mère. J'ai dit à Tzvi Goldstein, un chassid comme ça, un très grand chassid qui parle avec une femme, il m'a dit, oh, Tzvi Goldstein, mais où tu trouves des femmes comme ça? Son langage, il était un moussard pour apprendre les halachot, comment il faut parler. Il n'y avait jamais des mots mal placés. Une fois, il y avait un monsieur qui s'était sauvé de l'asile. Il était venu avec ses mains. Et on voyait qu'il était un petit peu bizarre. Ma mère, elle m'a dit, il est un petit peu malade. Alors j'ai pensé que malade, ça veut dire il a attrapé froid, il a la grippe ou quelque chose. Je me rappelle, je lui ai demandé, alors pourquoi il ne va pas au lit s'il est malade? Oui. Mais elle n'a pas dit il est mentalement malade. Il est un peu malade. Ou on parlait de quelqu'un, elle m'a dit, ce monsieur qui est un petit peu fort. Jamais elle leur dit quelqu'un qui est gros. Elle a dit il est un petit Bien peu fort. portant. Bien portant. Chaque mot, c'était un mot gentil, bien placé. Et le boulevard du Port-au-Fil. Le boulevard du... Tu sais ce que c'est le boulevard du Port-au-Fil? Non. À Aix, il y avait une rue à côté du lac, que maman, elle appelait ça le boulevard du Port-au-Fil. Après, quand j'étais marié, j'allais me promener avec ma femme au boulevard du Port-au-Fil. Et je vois que c'est marqué le boulevard du Port-au-Fil. Et alors, toujours, on disait le boulevard du Port-au-Fil. Et on a tous avalé ça comme ça. Ah, il ne fallait pas le prononcer. Le boulevard du Port-au-Fil, tu te rappelles? Et l'amida de ma mère, c'était comme un Yom Kippour. Il y avait Rav Michael Waklin qui avait dit qu'une fois il y a un tonnerre ou un éclair, donc elle s'est levée pour faire la bracha sur le tonnerre, sur l'éclair. Il avait dit peut-être qu'elle a voulu nous enseigner, elle a fait la bracha avec tellement de kavana. On lui a dit non, chaque bracha, chaque tfila, c'était comme ça. Je me rappelle quand j'étais petit, le Birkat Hamazon, jamais elle bougeait. Elle faisait le Birkat Hamazon, chaque mot. Comme ça, on entendait chaque mot prononcé. Dans les Harachaman, après que c'est plus le Birkat Hamazon, elle était pressée. J'ai vu qu'elle avait commencé à arranger un petit peu la vaisselle sur la table. Pendant qu'elle faisait le Harachaman, ça m'avait beaucoup marqué. Au milieu de Birkat Hamazon, je ne savais pas que ça c'est plus vraiment le Birkat Hamazon. Mais chaque tfila, chaque chose, c'était... Elle a eu tous les malades de la yeshiva. Elle avait des bachoum qui avaient un régime spécial. Elle leur enseignait le régime. Il y a des bachourim qui ne savaient pas à la maison comment faire pour Pessah. La maison n'était pas cachère. Elle prenait du temps à la cuisine, chez nous, à leur enseigner comment on vérifie les salades, comment on fait pour que ça soit cachère. Elle s'occupait des élèves, elle allait dans les chambres. Lorsque les élèves ils étaient malades, elle était complètement à côté de mon père. Et pour le Zikouya Rabim aussi. Des fois, il partait pour Shabbat. Il disait, peut-être je vais devoir voyager à Marseille. Beaucoup, c'était Marseille au début. Et je ne sais pas, après, pendant le shiur, je vais recevoir une nouvelle, est-ce que je vais. Ma mère, elle préparait le repas pour s'il doit voyager, que tout après le shiur, il puisse aller voyager. Donc, elle lui préparait ses repas. Et tout le temps, il avait un régime très, très strict à cause de la guerre, que ses intestins s'étaient abîmés. Et c'est ma mère, pendant des années, qui a fait ça. Après, c'est la femme de Rav Tzvi, pendant les derniers 12 ans de la vie de mon père, qui a continué à faire... C'est tout un travail. Ma mère, elle passait longtemps. Par exemple, manger une partie très importante de son repas, c'était des choux. Il n'a droit à aucun féculent. Ni sel, ni sucre, ni huile. Une grande partie des éléments, il n'a pas le droit. Donc, du chou. Et il fallait vérifier le chou. Et ma mère, elle passait très longtemps, tous les jours, à vérifier le chou. Quand ma mère est niftar, je suis arrivé par Paris, il y avait Rav Zawi. Vous avez connu, qui était un grand élève de mon père. Il m'avait dit, heureusement qu'il y avait ta mère, un petit peu pour calmer la hitlavout de ton père. Et ton père, il avait la hitlavout de tout de suite aller faire. Et ma mère, elle était, si on peut dire, un petit peu plus les pieds sur terre, quoi. Fallait que ça passe par lui, quoi. Dites-moi, vous sentez que dans votre vie, après vous avez continué avec votre famille, vous sentez que l'influence de votre papa, il est toujours présent dans vos décisions? Incroyable. Ça passe pas. C'est pchita, c'est évident. Le Chafetz Chaim était chez notre père. Exactement. C'est incroyable l'influence que ça. Même quand on était petit, on se disait, papa, ouais. Et après, quand on a grandi. Hier, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit, j'entends ton frère parler à Kfar Hasidim. Oui. Il m'a dit des drachot extraordinaires. Il n'y a presque aucune dracha, il ne mentionne pas ton père. Dites-moi, votre papa a parlé de la Shoah un petit peu. Ça l'avait travaillé, cette période où il avait perdu quand même toute sa famille, ou bien il a vite surmonté ça et Une fois, il était
C'est pas seulement que les gens ne parlaient pas. Alors, une fois, quand j'habitais à Londres, je suis venu être avec lui, avec ma femme, être avec lui à Soukot. Alors là, Kilou, il a voulu compenser ma femme du fait elle s'occupait de toute la maison, des hommes. Alors une fois, après la Souda, il nous a raconté des histoires pendant plus qu'1 heure. Ouais, alors là aussi, là, il a parlé avec comme ça, Hitler, il a dit, il a tué toute la famille, comme ça. Alors là, il a raconté des choses, mais d'habitude. Une fois, il m'avait fait du moussard, je sais pas, il m'avait dit, mon frère, on l'a brûlé vivant. Il avait eu des larmes lorsqu'il m'a dit ça. Il parlait de la Shoah que pour raconter les chassadim que lui a fait. Ça, il racontait. Pour raconter les choses heureuses. Les choses tristes, comme la majorité des rescapés, pas du tout. Il n'en parlait presque pas. Une lettre qu'il a écrite encore une fois à Sakala, ma mère, c'était donc l'année après la guerre, où il a écrit comme ça: j'ai pas l'habitude d'arrêter au milieu du shiur de regarder le courrier. Mais une fois, il y a une lettre qui arrivait, et comme par hasard, il a ouvert. Il a dit, il pensait que c'était quelque chose de très important pour son visa. Ah, peut-être il a pensé que c'était important. Et j'ai vu, et dedans c'était marqué que sa famille, comme sa famille, a été tout exterminée. Il a dit, je suis allé dans ma chambre, je me suis enfermé 3 jours. Et j'ai pleuré, j'ai senti que je devais pleurer. Si je pleurais pas, il y a un océan qui se serait fait dans mon cœur sur les larmes qu'il y avait. Mais je suis pas sorti, parce que les élèves doivent avoir de la simcha, et s'ils voient que je suis triste, ils pourront pas, eux, avoir de la simcha, alors je suis pas sorti. Je crois pas. Il a écrit après, avant il mangeait avec les élèves, là il n'a pas mangé, pour que les élèves puissent être heureux, faire des blagues pendant le repas, et pas qu'ils soient gênés à cause de lui. Il écrit ici, non, il y a un océan qui se serait fait. Et il écrit, si tu avais connu mon frère, Mordechai et sa fille Myriam, je crois, tu aurais dit que c'est pas des êtres humains, mais des anges qui sont descendus du ciel sur terre. Léa Orera, il nous a raconté pendant la Shiva que quand ils étaient en vacances à la montagne, alors ils rencontraient beaucoup de gens, beaucoup de Yidden qui étaient là-bas. Alors mon père parlait beaucoup avec les vacanciers. Une fois, il a rencontré un grand bonhomme, grand et haut, et il a dit, quelle est ta parnassa? Il fait les marchés. Il dit, et Shabbat. On a dit, Shabbat, on est obligé de travailler parce qu'une grande partie de la parnassa, c'est à Shabbat. Voilà, mon père, il lui a parlé très fort. Il était grand et haut, il a pris les joues très fort. Il a dit, ces joues-là, ça sera un bon steak pour les vers de terre. Comme ça, tu travailles Shabbat. Et puis après, mon père, il était fatigué, il allait dormir. Il a dit, continue à lui parler. Après, il lui a parlé depuis 8 heures jusqu'à 11 heures du soir. Ah. Il venait de voyager, c'était quelques heures de voyage d'Aix-les-Bains à la montagne. Il avait parlé depuis 8 heures jusqu'à 11 heures du soir. Après, il a dit, Eliaou, continue. Continue. Alors, ce monsieur, il a dit, il dit, jamais personne ne m'a parlé comme ça dans ma vie. Et comme ça, tellement fortement. Il a dit, tu crois qu'il a besoin de toi? Il veut t'aider. Il veut ouais. Il a fait Shabbat? Tous ces gens-là, après, ils ont fait. Oui. Tous ceux qui racontent. Papa, il avait dit à ce monsieur, tu vas pas dormir la nuit, tu vas rêver, tu vas réfléchir à ce qu'on a parlé. Demain matin, tu vois, je peux pas marcher. Il était déjà à la fin de sa vie, tu vas m'accompagner à la tuile le Minyan. Il était chez Riel, et pour aller au Minyan, en voiture. Ce monsieur, il a dit, je peux pas, demain, je dois aller travailler, je serai pas là demain matin. Le matin avant la tefila, ce monsieur, il était là. Il a dit, Rav, tu permets, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai pas pu dormir à cause de vous la nuit. Et quand j'ai dormi, j'ai eu un cauchemar. J'ai rêvé que c'est ma femme qui vendait au magasin. Et lui a compris que ça veut dire qu'il allait mourir, que sa femme va vendre. Il a dit, tu n'as pas compris, tu vas faire tchouva, tu vas étudier tout le temps, et c'est ta femme qui va vendre au magasin. Et ce monsieur, il a fait tchouva. Et papa, il m'a dit que, plusieurs fois, il m'a dit qu'il pense que c'est jamais arrivé qu'il a rencontré un juif en France, qu'il n'a pas lui parlé pour être mechazek autant. Pour lui, ça brûlait le feu, il disait, ça venait du Chafetz Chaim. J'ai le droit de raconter? Oui. Le Chafetz Chaim, il avait dit que dans la ville de Rakov, en Lituanie, en Russie, à l'époque c'est la Russie, on n'a pas le droit de vendre de l'alcool. Il fallait un brevet du gouvernement. Et les Juifs, ils en venaient de Parnassa, donc il y avait un Juif qui vendait de l'alcool. Et une fois, les soldats l'ont attrapé, ils l'ont pris pour l'envoyer en Sibérie, à l'époque du Tsar encore. Oui. Et en chemin, il a dit, s'il vous plaît, je veux passer chez le Rav à la maison. Il a dit au soldat, faites-moi passer chez le Rav. Il est allé chez le Rav, il a dit, vous voyez, on m'amène en Sibérie, sa femme et ses enfants, ils vont être des orphelins, elle va être une veuve vivante, se marier vivant. C'est toute votre faute, Rav. Vous saviez que moi, je fais de la contrebande,
et vous m'avez pas assez parlé. Le Rav lui a dit, mais combien de fois je t'ai dit? Il a dit, mais c'est pas suffisant, tu aurais dû m'empêcher, tu aurais dû crier, rouspéter, tu n'aurais pas dû me laisser. Et Rav Israël me disait, quand on va arriver au ciel, les gens, ils vont vouloir se sauver. Ils vont dire, il y avait un Talmid Chacham, il m'a pas parlé. Donc le Rav Israël leur a donné ce feu de la chayut envers le clan d'Israël. Et lui, il avait une responsabilité envers chaque juif et toute la France incroyable. Il a réussi à avoir de l'influence sur les Ashkenazim aussi, qui étaient mitbolelim. Avant la guerre, il était à Strasbourg. Ce Oui. n'est pas des bodés Sfardim. Non, La différence entre les Sfardim et les Ashkenazim, chez tout le monde, au fond du cœur, il y a la Emouna. Et chez les Sfardim, on arrive vite. Chez les Ashkenazim, il y a un bloc de glace qu'il faut passer pour arriver au cœur. Oui. Alors, mais on raconte, quelqu'un s'est appris. Moi, j'ai entendu de la personne elle-même. Vas-y, raconte alors à toi. J'ai entendu ça de quelqu'un à Strasbourg, un pharmacien. Il m'a dit au nom de sa mère, moi les histoires, j'ai toujours vérifié. J'ai voyagé loin à Yerushalayim, jusqu'à Gilo, pour demander à sa mère l'histoire. Mon père, il est arrivé à Limoges. Il a connu une famille, un monsieur Hochner, qui était un froum là-bas. Et des fois, il allait chez eux, ce monsieur, il lui a dit, ici, il y a les gens qui viennent à la choule. Ils viennent avec tous les affaires pour le marché. Et après la tefila, ils vont au marché. Il faut que vous parliez pour Shmirat Shabbat. Et mon père, il a parlé à la choule pour Shmirat Shabbat. Et au milieu, il y a un monsieur qui est sorti au milieu de la dracha, il est parti. On ne savait pas ce qui s'est passé. Et quelques temps après, il est revenu. Mon père, il était encore au milieu de la dracha. Il a dit, j'ai fermé le magasin. Il avait un grand magasin. Et pendant la tefila, il y avait les vendeurs qui vendaient les goïms. Par cette dracha, il est allé au milieu de la dracha, il est allé au magasin, il a dit, on ferme. Rentrez tous à la maison. Il est revenu, il a dit, j'ai fermé. Elle m'a dit que, d'après ce qu'elle a entendu, il a été rescapé de la guerre, il avait des grands magasins à Paris après la guerre, fermés Shabbat. Mais il sentait que c'est plus, il disait que les Sfaradim, ils ont des fleuves de Emouna. Toujours ça. Nachale Emouna. Une fois, il m'a dit, j'ai décidé de ne plus parler à les Ashkenazim. Ils s'énervent, ils ont passé la guerre, c'est difficile, mais ils parlaient quand même. Il y a pas mal d'Ashkenazim, la famille de Mos, là, qui ont fait tchouva aussi. Lui, il ne pouvait pas laisser un juif sans lui parler. Non, mais une fois, il m'a dit, celui qui a plus que 60 ans, il n'y a pas à qui parler. Mais finalement, il avait un travail énorme pour les retraités. Il avait une idée extraordinaire de parler pour les retraités. Il disait, eux, ils sont arrivés d'Afrique du Nord, beaucoup gardaient Shabbat. Oui. Surtout du Maroc, ils gardaient Shabbat. Et en Tunisie aussi, en Algérie, il y avait aussi qui gardaient Shabbat. Mais en France, à cause du travail, ils ont pensé qu'ils sont obligés de travailler Shabbat. Et après, ils sont habitués. Maintenant, ils sont à la retraite. Ils n'ont plus besoin. Donc, il allait dans les synagogues de France partout parler pour que les retraités, ils commencent à regarder Shabbat et Tarat HaMishpacha. Il disait maintenant que la femme a eu une fois au mikvé. Ouais. Et ça, c'était très important pour lui. Mon père, il contaminait les gens. Quand il faisait une dracha à Marseille, il y avait Rabarouche, qui était le bras droit de mon père à Marseille. Et Rabarouche, une fois, mon père, il a fait une dracha. Il y a quelqu'un qui était à Rabarouche. Après, j'ai pas compris un mot de la dracha du Rav. Vous savez, Rav Gershon, il a un chama de la yeshiva Alex-les-Bains, qui a donné son chama pour la yeshiva Alex-les-Bains. On a dit une fois, d'où tu connais le yiddish? Il a dit, moi j'ai appris le yiddish du français de Rav Chaikin. Alors, ce monsieur, il a dit à Rabarou, je n'ai pas compris un mot de ce qu'il a dit le Rav, mais je ferme le magasin Shabbat. C'est-à-dire, ça passait, c'était la Neshama qui passait. Il y avait sa vérité. quelqu'un qui est Rosh Yeshiva à Yerushalayim maintenant. Il m'a raconté quand je suis venu à la Yeshiva, moi et mon frère, comme ça il a raconté, on est venu juste pour quelques jours. Pour les vacances. Et notre père, les policiers, ils tremblaient devant lui. Il travaillait, je ne sais pas, dans la police ou quelque chose. Le père de ce Rav. Ouais, ils tremblaient devant lui. Et au bout de 3 semaines, mon père, il revenait à la maison. Nous, on a eu envie de rester à la yeshiva. Alors, après, mon père, il a envoyé une lettre quelque temps à la yeshiva, que si vous ne renvoyez pas mes enfants, je vous attaque en justice, détournement de mineurs. Alors, mon père, il a appelé le Bachour. Il a dit, est-ce que ton père, il risque de faire ça? Il a dit, sans problème. Mon père, il l'a fait. Mon père, il a dit, moi, je vais le voir. Mon père est parti avec Rav Gershon à Strasbourg. À Paris. À Paris. Ouais, 600 km. Ils ont parlé avec le monsieur. Après, il est revenu à la yeshiva. Mon père, il a dit au garçon, tu peux rester. Il a dit quoi? Tu peux rester. Après, il a téléphoné à son père.
Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, je sais pas, j'ai pas compris ce qu'il a dit ton Rav, mais tu peux rester. Son père qui croit comme ça. Une autre histoire, il m'a raconté. Il a dit, à la yeshiva, une fois, il y a un oncle qui est venu d'Algérie. Attention, un bon Algérien, il ne faut pas que tu lui donnes de conseils. Et mon père, je lui ai dit, tu veux parler avec le Rav? Alors il m'a dit, oui, bien sûr. Et mon père, quand il parle avec les gens, il les caresse un petit peu pour voir s'ils se rasent avec un rasoir cacher ou pas cacher. Mon père, il dit, monsieur, ah, vous vous rasez avec un rasoir pas cacher? Bon, on n'a pas le droit. Il commence à lui parler bien. Et quand il a vu ça, le bachour, il est parti en douce pour pas être dedans. Il est revenu au bout de 3/4 d'heure. Vous savez combien de temps qu'ils avaient fini de parler? Son oncle lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il m'a pris la tête avec le rasoir. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait rencontrer? L'année après, il a vu son oncle qui se rasait avec un rasoir cachère. Il a dit, c'est quoi? Il a dit, ben, depuis que ton Rav me parlait. C'est resté. Ouais. Il y a Bouskila en Amérique. Un Bouskila, il est Rav dans une communauté en Amérique. C'est Gad Bouskila, peut-être? Oui, Gad. Ouais. Ouais, il m'a raconté un mariage. À ce mariage, moi aussi, j'étais. C'est une personne très très connue, mais je n'ai pas besoin maintenant de dire son nom. Quand il s'est marié, un petit peu avant le mariage, j'étais à la yeshiva, un petit peu avant le mariage, mon père a parlé, je ne sais pas si c'est avec le père de la Kala ou un oncle de la Kala, il a parlé de l'autre, c'était un monsieur comme ça, bien costumé, comme il faut, avant le mariage, et mon père a parlé avec lui. Ah, monsieur, vous vous rasez? On n'a pas le droit de se raser. Et mon père, il prenait un rapès de Kdusha, et il pensait tout ça. Mais s'il ne sentait pas très bien dans son beau costume, comme ça qu'on est fait, il a parlé des rasoirs. Et quand mon père il a vu que c'est bientôt sa choupa et ça avance pas, il a sorti de l'argent de la poche, il a donné un bousquet là, il a dit, va acheter-lui un rasoir électrique. Et le monsieur il a dit, ah non, non, Rav, c'est moi qui l'achète. Et après, mon père il lui a dit, sache que même si tu vas au Gainam, même si tu vas au Gainam, les endroits que j'ai pincés ne brûleront pas. Comme ça m'a raconté, c'est-à-dire mon père il prenait des gens et ça les... Et lui, il sentait tellement, les gens, ils sentaient que c'est vraiment parce qu'ils repartent l'homme. Je sais pas comment dire. Oui. À l'alvaya de mon père, vous savez, dans l'avion, quand on est parti en Israël, il y a des gens qui ont voyagé avec, beaucoup de gens qui sont venus. J'ai vu quelqu'un, je lui ai dit, toi tu es à la yeshiva, tu es à la yeshiva. Bon, bien sûr, je me suis fait renvoyer de la yeshiva. C'est vrai, il fait partie de la yeshiva, il s'est fait renvoyer de la yeshiva. Après, une fois, j'étais à Marseille ramasser de l'argent pour le collège. Oui. Et ce monsieur-là, il m'a dit, il n'a pas le temps maintenant. Et j'ai dit, demain, je pars. Demain, je rentre à Aix. Le lendemain, à l'heure où je devais prendre le train, il était là, il m'attendait. Il m'a dit, voilà, je ne pouvais pas hier. Il m'a donné. Et il m'a raconté, il m'a dit, moi, une fois, j'ai eu de la chutzpah avec votre mère, avec ma mère. L'effronterie. Ouais. Et après, le Rav, il m'a tué de claques. C'est-à-dire, mon père, quand on m'a mis la chutzpah, moi j'étais mon professeur de maths, je suis après je reviens, c'était Rav Yitzhak Veil. Ah ouais. Il était Rav à la yeshiva, mais l'argent, il prenait des cours de maths qu'il donnait. Une fois, je me suis fait renvoyer du cours de Rav Yitzhak parce que en classe, et j'ai eu le malheur de tomber sur mon père qui m'a vu, m'a dit, comment un Talmid Chacham comme ça, et tu t'es fait renvoyer du cours, qu'est-ce que tu as fait? Bon, en tous les cas, il dit, le Rav, il m'a tué de claques. Il m'a dit, depuis, j'ai fait le tour du monde, j'étais partout, dans des endroits très dangereux, je suis surtout toujours sorti, idem. Il a dit ça, pas avec les calcons de mon père, mais bien sûr. Et quand ça dit mon père, avec ça, il l'a immunisé pour la vie. Et chacun il voyait de sa façon à lui. Mais le Rav, je raconte pas quelqu'un qui travaillait Shabbat. Et il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, maintenant, il faut lui parler. Ouais. S'il était bon, mais il est Sarah. Ouais. Ouais, et je lui ai parlé. Et c'est pas seulement moi, lui, il voulait faire tchouva. Il y avait une occasion où il voulait faire tchouva. Et il y avait des chances qu'il ne fasse pas tchouva. Et je suis parti lui parler, même que c'était très difficile pour moi. Pour moi, j'allais lui parler. Et je lui ai parlé, mais peut-être il avait décidé aussi de garder Shabbat. Et en tous les cas, à partir de ce jour-là, de ce moment-là, il gardait Shabbat.
Et le premier Shabbat, le deuxième Shabbat qu'il gardait, le jeudi d'après, il a téléphoné à son frère. Il a un frère qui est très dans la Torah. Et il a dit, cette nuit, j'ai rêvé le Rav. Le Rav est venu et le Rav a dansé. Il a fait danser tout le monde autour de moi. Et après, moi, je lui ai téléphoné. Il m'a dit 2 fois, j'ai rêvé le Rav. Une fois, il y a 10 ans, j'ai rêvé le Rav. Il m'a crié dessus. Ouais. Et maintenant, le Rav est venu et il a dansé avec moi. Quand il y a 10 ans, il était le pauvre avec le Shabbat. Et maintenant, il est avec la Kedusha de Shabbat. Et voilà. Pour danser, il faut que je raconte une histoire qui enseigne beaucoup. Rav Madar, dès que je nous raconter, vous vous rappelez de lui, Rav Makhlouf Madar. Rav Madar il m'a raconté qu'il a vu un jeune couple à la gare d'Aix-les-Bains, qui venait de se marier, qui n'était pas du tout dans la Torah. Il a dit, bonjour, vous êtes juif? Ils ont dit, oui, on vient de se marier. Il a dit, vous voulez recevoir, il y a un grand sadique ici, ils ont dit oui. Lui, il voulait que mon père leur parle. Ils sont montés, mon père, il a dit, vous allez garder ta mishpacha. La pureté familiale. La pureté familiale, lui, il ne connaissait pas du tout. Non. Mon père, il a parlé, il leur a expliqué la pureté familiale, c'est très important. Il disait toujours, il faut se laisser tuer, ne pas aller avec sa femme lorsqu'elle est interdite, etc. Rien à faire. Après qu'ils sont partis, il a dit, Monsieur Madar, Rav Makhlouf, continuez à vous occuper de Monsieur Madar. De temps en temps, rappelez-le. Et lui, il les rappelait tous les quelques mois, comment ça va, vous débrouillez, qu'est-ce que vous êtes dans non. Une fois, ils ont appelé Monsieur Madar, ils ont dit, on a décidé de garder Tarat Mishpacha. Et Monsieur Madar, il est venu chez mon père, à côté de Beth Midrash. Et il a dit, voilà, ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils vont garder ta mishpacha. Il a dit, quoi? Vous avez compris ce que vous m'avez dit? Il a dit, je crois que j'ai compris, ils vont garder ta mishpacha. Il a dit, mais vous avez compris ce que ça veut dire? Oui, oui, ta mishpacha. Non, mais vous avez compris comment Akadosh Baruch Hu, il est heureux maintenant? Il a dit, venez, on va danser pour la joie d'Akadosh Baruch Hu. Et il s'est mis à danser avec lui à côté de Beth Midrash pour la joie d'Akadosh Baruch Hu. Et après, il s'est arrêté. Il a dit, viens, on danse encore un petit peu. C'est-à-dire que lui, il sentait tellement qu'il a mal au cœur qu'Aviachol lorsque les gens ne font pas la Torah. Dites-moi, le Rav, il vous est à vous-même revenu en rêve? Moi, une fois, j'ai vu. Moi, je ne suis pas un rêveur. Mon frère, il a roi HaKodesh par le rêve. Et moi, non. Mais une fois, après, j'ai vu mon père, il allait avec un groupe de gens et une lumière que je ne connaissais pas. Il avait sur la tête. Et il m'a dit, j'ai dit, où vous allez? On va vers les Gan Eden. Et qui vous accompagne? Ouais. Et il a dit le char. Le char? Le char, je crois. Ouais. Pas le char. Le char. Le Sifte Cohen. Ouais, je ne me rappelle plus les mots qu'il m'a dit. Le char. Voilà, c'est tout. Après, moi, je me suis dit, pourquoi justement le char? Et c'est possible que mon père, il a appris la smicha, ouais, et quand il était à l'école, il s'est enfermé dans la maison d'une certaine personne, un monsieur qui allait qui voyageait toute la semaine et qui est nifter après que mon père, que papa. Oui, c'était le cocher de la ville. Ouais. Oui. Mais ça s'appelle Rotechalechem. Ah, qui voyageait et il partait de la maison. Il n'y a que le Shabbat qui était chez lui. Toute la semaine, mon père était chez lui. Il était Shulchan Aruch. Une fois, Rav Zarbiv, qui est avec les bains, mon père a dit, avant de faire la smicha, combien de fois vous avez répété Shulchan Aruch? Il a dit, nous, on a répété, qu'est-ce qu'il a dit? 13 fois 14, ou 14 fois. Donc ça veut dire qu'il a beaucoup travaillé. Et dans Shulchan Aruch, le char, c'est un des grands. Peut-être, mais je ne sais pas. Mais Rav Naftali, pour les rêves, il est plus fort que moi. Moi, c'est maman qui est venue en rêve. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. Une fois en Elul, Tafshin, même Dalet, Elul 84. Et j'habitais à Aix-les-Bains à l'époque, je venais de venir. C'est quand vous étiez à Aix-les-Bains, vous? Oui. Je venais de venir à Aix-les-Bains. Et la nuit, j'ai rêvé que ma mère est venue en rêve. Elle m'a dit, est-ce que tu te rappelles qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère, la mère de ma mère? Le 23 Elul. Ma mère, c'est le 23 décembre. Parce que nous, comme ma grand-mère, elle avait que 2 filles. Or, nous, tous les frères, on disait, avant c'était mon père qui disait le Kaddish. Et puis que ma mère est niftar, donc c'est nous qui avons dit le Kaddish. Ma mère, elle m'a dit, est-ce que tu te rappelles que c'est l'anniversaire de ma mère? Et j'avais oublié. Et le lendemain, je suis allé faire le Kaddish. Et tous mes frères, tout le monde avait oublié cette année-là. Je l'avais appelé, tout le monde avait oublié, moi je m'étais rappelé. Et mon père, il avait été très très marqué par ça. Je m'appelais Shabbat, j'étais chez lui, il m'a dit, pourquoi elle est venue d'Afka chez le plus jeune? Mais normalement, à part les rêves... On va raconter une histoire du rêve, mais c'est pas moi qui ai rêvé, c'est quelqu'un qui m'a raconté il y a 2 ans.
Ouais, je ne vais pas mettre ma main au feu. Que sur chaque point. Ouais, mais il m'a dit, je vais raconter une histoire sur votre père que vous ne connaissez pas. Il m'a dit, quand je me suis marié, ce monsieur-là, il s'est marié, je ne sais pas, il y a quelque chose comme une quarantaine d'années, ou je ne sais pas, ou 35 ans. Quand je me suis quoi? Plus que 40 ans. Ouais. Quand je me suis marié, après, je voulais aller me promener avec ma jeune femme, et aller à côté du lac, c'est Pritshout, on allait plus loin, là où il y avait, c'est pas plage officielle, se promener. Et j'ai vu quelqu'un qui sortait du lac, ouais. C'est-à-dire que lui, il aménageait, mais c'était un endroit caché, l'endroit, ça a l'air que les gens qui allaient là-bas, c'est pas du cachère 3 tampons, ouais, c'est pas du tout. Et c'est comment celui-là, il va là-bas. Ah, quelqu'un qui connaissait? Oui, quelqu'un connaissait, je sais pas si c'est un baron de la Tia ou quelqu'un d'avait. Et je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire? Sa femme, elle lui a dit, mais tu as à qui parler? Alors il est parti chez mon père. Il ne voulait pas dire le nom de celui qu'il a vu, mais dire voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il est entré chez mon père. Mon père, il lui a dit, je vous raconte comme il m'a raconté lui, ouais. Et à peu près. Je t'attendais. Il a dit, vous m'attendiez. Et moi-même, je ne savais pas il y a quelques temps que j'allais venir vous parler. Oui. Ouais, alors il a dit, vas-y, raconte. Il a raconté l'histoire à mon père. Voilà, j'ai vu quelqu'un. Mon père, il a dit, mon père, normalement, quand il y a quelqu'un qui disait, mon père, il disait, appelle-le. Et mon père, il a dit, va, parle-lui et il fera tchouva. Comme ça. Et mon père, après, il a dit, qui c'est? Il a dit, Rav, je vous dis pas. Je jure que je vous dis pas, que je vous dirai pas. Pour être sûr que mon père ne va pas lui demander. Et il est vite sorti avant que mon père lui demande. Quand il sortait, mon père, il a dit, tu crois que je sais pas qui c'est? Il a dit le nom. Il m'a dit, le nom de celui-là. Le rabbi m'a dit comme ça, j'ai rêvé que celui-là, il est en train de se noyer. Et qu'il y a quelqu'un qui est venu qui l'a sauvé. Il a dit, lui, il se tournait vers moi, celui qui m'a sauvé, il me tournait le dos. Donc lui, j'ai vu qui c'est, mais l'autre, j'ai pas vu qui c'est. Maintenant, je sais que l'autre, c'est toi. Donc c'est pour ça que mon père, il avait dit, il va lui parler, ça veut dire que lui, il va aller faire tchouva. Ça, je vous dis juste ce qui m'a fait. Des miracles, encore un? Oui, un miracle. Des miracles, non, miracle, je connais pas de miracle, mais Siyata Dishmaya, mon père, il se dévouait beaucoup pour les élèves, comme ce rêve, quand on fait quelque chose qu'on veut beaucoup, à cause de vous. Une fois, mon père, il m'a dit, je devais aller, il y a des années, à Paris, pour un jour, tu diras à monsieur Sururgeon, si vous connaissez ce monsieur, j'avais jamais entendu un nom comme ça. Je ne savais pas ni quoi, ni comment. Et tu lui diras, ça et ça, il y a un élève qui travaille chez lui maintenant, un ancien de l'Yeshiva, je ne sais pas l'encourager, pour quelle mitzvah, je ne m'en rappelle plus. Pour qu'il ait un shiur. Ce monsieur Surgeon, il allait des shiurim. Tu m'avais dit, il a dit, ramène cet élève des shiurim. Et moi, monsieur Surgeon, qui, quoi, quand, mais où est donc Orny, je ne sais pas qui c'est ça, rien du tout. J'arrive à la gare de Lyon, quand on vient d'Aix-les-Bains, la gare de Lyon. À Paris, la gare de Lyon. Ouais, je vois un monsieur avec une barbe. Comment vous vous appelez? Monsieur Surgeon. Et j'ai dit, pourquoi vous êtes là? Il m'a dit, je suis là parce qu'il y a Raverera qui doit venir avec ses mains. Moi, je veux le recevoir. Mon père, il avait aucun... Je crois, ça se tend. Non, mais pour l'histoire de Mézières, ça, j'ai entendu. J'étais avec mon père. Aussi, c'était Elul, Tafshin, Mem, Dalet, en 84. Il y avait un monsieur de la Kihila, que mon père, lui, il allait aller à Mézieux. Mon père, il avait beaucoup travaillé pour Mézieux, c'est à côté de Lyon. Une banlieue de Lyon pour qu'il y ait une choule, à Mézieux. Et ce monsieur, il a demandé à mon père, est-ce que je peux raconter l'histoire? Et mon père, il a dit, si tu penses à faire du chizouk, tu peux raconter. Après, il demandait à ce monsieur, qu'est-ce que c'est? Ce monsieur, pendant 7-8 ans, il n'avait pas eu d'enfant. Et mon père, il ramassait de l'argent pour cette choule. Il avait dit à ce monsieur, On construit une choule à Mézieux. voilà, si tu me donnes 10 000 francs, ça sera une zigoula pour que tu aies des enfants. Tu es un enfant. Et il a donné, et à cette époque-là, sa femme, elle était enceinte de son premier fils. Et lui, il devait aller là-bas pour faire il était baltfila. Il était un très beau baltfila, donc en plus, il avait donné de l'argent, il allait être mechazek les gens là-bas. Et il a demandé, est-ce que je peux raconter cette histoire? Il a dit, il peut raconter. 20 ans plus tard, si on peut raconter, lui, il n'a pas eu d'autres enfants. 20 ans plus tard, il m'a appelé, il habitait en Eretz, il m'a dit, je veux que tu sois sandak pour mon fils, je te paye le billet. Un deuxième fils qu'il a. Un deuxième fils, je l'ai 20 ans plus tard. Et je veux que Ravarouche soit Moël, et je lui paye le billet. Il m'a raconté que lui, il avait dit à mon père, quelques années plus tard, je voudrais encore avoir un autre enfant. Mon père jamais lui répondait. Une fois, il a beaucoup insisté, et mon père, il lui a dit, les vieilles vaches donnent encore du lait.
Et après, quand il avait presque 50 ans, peut-être, je ne sais pas, il a eu son deuxième fils, Admé Avesri. Écoutez, les histoires fusent et vraiment, on pourra raconter encore longuement ces histoires sur le Rav. Vous pouvez peut-être en conclusion nous dire deux mots sur son héritage. Quel est le message qu'il nous a laissé Père, il disait, encore une fois, ma préface sur les livres, j'ai commencé par Lernen. Mon père, il disait ça après la guerre mondiale, la première guerre mondiale. Ça a beaucoup descendu les Yiddishkeit. Et Rabbi Tzadok, qui était frère de Razonich, il a fait une dracha. Dans sa dracha, il a dit une seule chose, Lernen, ça veut dire étudier. Il répétait tout le temps, Teiret, Gemore, ça veut dire Gemara. Voilà. Et notre beau-père racontait à quel nigoun, toute la dracha, c'était que ça. Gemara. Et mon père, toujours, il disait Lernen. Dans ma préface, j'ai écrit comme ça. Au cours de l'été 79, j'étais à Paris chez un ami qui revenait justement d'une visite à Aix-les-Bains avec sa famille. Nous voyons bavarder. Sa fille, âgée de 4 ans, s'écria soudain « Lernen », a dit le Rav d'Aix-les-Bains. Et j'ai fini, je crois que c'est ça, parce qu'il dit, parce qu'il a écrit dans une carte « Vive la Torah qui rend son amoureux toujours heureux ». C'est-à-dire, mon père, toute sa vie, il vivait avec Akadosh Baruch Hu. Qui boy Yismach Libenu. Quand il était déjà bien le plus fort, s'il parlait presque plus, quelqu'un a dit Rav, qui veille Yismach Libenu en arabe. En Litva, quand il veille, qui veille Yismach Libenu. Mon père, il disait toujours avec notre cher Akadosh Baruch Hu. Toute sa vie, c'était pour notre cher Akadosh Baruch Hu, avec notre cher Akadosh Baruch Hu. Hazako Baruch, on vous remercie beaucoup pour tout ce témoignage et que vous mettez, pour moi, ça a été un chizouk, ça m'a ramené à ma jeunesse quand j'ai connu le Rav. Je voudrais vous remercier de nous avoir fait partager tous ces souvenirs. Cher Koar Gadol. Merci beaucoup.